Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Tony Blair s'affichant patron de l'Europe. À quelques jours de la présidence britannique, il a dévoilé son programme devant le Parlement de Strasbourg. La crise actuelle doit conduire à un changement profond du modèle social, dit-il. Un message clairement destiné à la France et l'Allemagne. L'enquête sur la mort de l'enfant tué à la Courneuve a fait un grand pas. 3 hommes d'une vingtaine d'années ont été arrêtés sans résistance. Parmi eux figure l'auteur présumé des coups de feu. Et c'est bien un règlement de compte entre 2 familles qui serait à l'origine du drame. L'inquiétude monte un peu plus chaque jour face à la sécheresse. Pour la première fois, on évoque des pénuries d'eau potable cet été. La vague de chaleur touche à sa fin. Le centre et la région parisienne ont été douchés par de très violents orages tout à l'heure. Tempête chez les juges après les propos de Nicolas Sarkozy. Pour le ministre de l'Intérieur, le magistrat qui avait remis en liberté le meurtrier présumé de Nelly Crémel doit payer pour sa faute. Les juges parlent de propos consternants. Ils en appellent à Jacques Chirac. C'est peut-être le véhicule de demain. Citroën nous a dévoilé ses prototypes secrets. La voiture qui fait des créneaux toute seule ou encore la berline sans volant, remplacée par une manette multifonction. Enfin, le tennis à Wimbledon, cette fois c'est Gasquet qui rit et Nadal qui grimace. Le Français passe le 2e tour. L'Espagnol, vainqueur de Roland-Garros, est éliminé. C'est donc à Tony Blair, conquérant, qui s'apprête dans une semaine à prendre la présidence de l'Union européenne. De toute évidence, le non à la Constitution lui a donné des ailes. Tony Blair défend une Europe plus libérale et il a marqué des points aujourd'hui. Les députés européens ont applaudi son discours-programme pendant près d'1 minute. Jean-Paul Chapelle, Christian-Marie Monod. Il est accusé d'avoir fait échouer le sommet de Bruxelles. Aujourd'hui, il est revenu dans la capitale européenne. Tony Blair a plaidé non coupable et devant le Parlement a présenté son programme pour la présidence britannique. Je suis un pro-européen passionné, je l'ai toujours été. Protestations, applaudissements, les réactions sont partagées. Sa priorité à lui, c'est l'innovation et la recherche plutôt que la politique agricole commune. Je n'ai jamais dit qu'il fallait supprimer cette politique maintenant ou la renégocier du jour au lendemain. Cette bonne volonté n'a pas empêché certains députés de lui rafraîchir la mémoire. Il y a 2 ans, le même Tony Blair avait freiné la réforme de la politique agricole commune. C'est votre gouvernement à 300 000 € pour que le duc de Bedford, la Queen, le prince Charles puissent avoir leur subsidu de l'Union européenne. Welcome in the club, monsieur Blair. Hier, au même endroit, le président sortant était encore plus critique. Il n'a toujours pas digéré le comportement de Tony Blair au sommet de Bruxelles. Et très honnêtement, tous ceux qui viendront après moi feront moins. Ovation pour Jean-Claude Juncker. Pour Tony Blair aujourd'hui, on se contente côté français de saluer la bonne volonté britannique pour financer l'élargissement. Les Anglais avaient décidé de ne pas payer. Je vois avec plaisir que maintenant ils acceptent. La France et la Grande-Bretagne réconciliées sur le budget. Pour le confirmer, il faudra attendre le 7 juillet, la prochaine rencontre entre Jacques Chirac et Tony Blair. En France, l'enquête sur le drame de la Courneuve semble donc sur le point d'être bouclée. 3 personnes ont été arrêtées aujourd'hui, 3 hommes déjà connus des services de police et parmi eux figure l'auteur présumé du tir qui a tué le petit Sidi Ahmed. Zindine Boudaoud, Jean-Marc Nouknouk. Les policiers étaient bien informés. Ce matin, ils sont entrés en force dans cet hôtel situé à la périphérie de Paris. Au 2e étage, la brigade de recherche défonce la porte d'une chambre. À l'intérieur, les 2 suspects, 2 frères, ils font partie des 4 hommes recherchés depuis la fusillade qui a coûté la vie au petit Sidi Ahmed. En début d'après-midi, un 3e homme s'est constitué prisonnier à l'hôtel de police de Bobigny. Il s'agit du jeune homme soupçonné d'avoir tué Sidi Ahmed. Il s'est rendu après des tractations entre la police et sa famille. Son frère, la dernière personne recherchée, est toujours en fuite. Les policiers vont maintenant mettre à profit les gardes à vue pour découvrir comment, au cours d'un règlement de compte, une balle perdue a pu tuer un enfant de 11 ans. Les enquêteurs ont la certitude que 2 armes ont été utilisées. Pour eux, l'indice que chacun des 2 camps était armé. Les expertises balistiques devraient permettre de déterminer par quelle arme a été tué Sidi Ahmed et par qui. Encore faudrait-il retrouver ces armes, ce n'est toujours pas le cas. Les enquêteurs devront aussi établir les mobiles précis du règlement de compte qui a coûté la vie à un enfant innocent. Ces motifs restent encore mystérieux.
Justice encore, vous avez sans doute en mémoire l'affaire Allègre à Toulouse et les témoignages fantaisistes qui avaient conduit à la mise en cause de Dominique Baudis. Aujourd'hui, le président du CSA est innocenté et c'est l'heure des comptes. Les 2 prostituées qui avaient proféré ces accusations ou qui les avaient mises en scène étaient convoquées au tribunal. Leur procès s'est ouvert ce matin à Toulouse. Dominique Verdaillan, Francis Forget. Ça va être clair. Ciao. Vous allez poser des questions. J'ai quelqu'un à côté de moi. Assurément, Patricia a la parole facile, mais assurément aussi, elle aime poser ses conditions. Ainsi, le ton arrogant, elle demande au juge de ne plus l'appeler par son prénom de prostituée. Aujourd'hui, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, je travaille, je suis honnête. Dans la région où je vis, on m'appelle Christelle Bourg. Pas Patricia, pas la pute, pas une nana. Patricia, qui contrairement à sa complice Fanny, reconnaît avoir téléguidé Jamel, un travesti. Face aux gendarmes, mais aussi devant les principales chaînes de télévision, Jamel n'avait pas fait dans la demi-mesure. Des accusations monstrueuses, une sorte de bottin mondain des sévices sexuels. Conséquence, un dérapage collectif, toute institution confondue, et cet après-midi, l'amorce d'un mea culpa. Le gendarme Roussel, le chef d'enquête, dit ce haut gradé, m'a toujours caché ses méthodes d'investigation avec ses filles. Pour une de nos consoeurs, c'est un immense gâchis. Je présente, dit-elle, mes excuses à Dominique Baudis et aux magistrats mis en cause. Oui, je pense que ce procès est très pédagogique et l'on voit que c'est une histoire qui n'aurait jamais dû exister si les gens qui avaient été en charge de cette affaire avaient fait leur métier sérieusement. Pour avoir participé à ces élucubrations frisant le grotesque, Patricia et Fanny encourent jusqu'à 7 ans de prison. C'est désormais à la justice de prendre position dans ce douloureux dossier. On retiendra simplement la phrase cet après-midi du président du tribunal correctionnel. Tout le monde peut se laisser abuser, même les juges. La vague de chaleur sur la France, elle s'est poursuivie aujourd'hui avec une interruption brutale de quelques heures sur le centre et l'Île-de-France. Des orages de pluie et de grêle très violents ont surpris tout le monde. Stéphane Bretner, Zidenberkus. La nuit est tombée d'un coup à 17 heures, comme la température, 15 degrés de moins, et les trompes d'eau. Météo France avait prévenu que la fin d'après-midi serait humide en région parisienne et dans la capitale. Promesse tenue, jugée plus tôt. Quelques minutes avant, c'était plein soleil. Ouais. À la base, on était venus pour bronzer quand même. La pluie nous est tombée dessus. Pendant la demi-heure de pluie et de vent, les pompiers sont intervenus 400 fois à Paris. Aucun dégât important n'a été signalé, à part des inondations de caves et cet échafaudage à moitié renversé dans le 15e arrondissement. Cet après-midi, les orages ont frappé un peu partout, du nord au centre de la France. Avec les températures caniculaires prévues pour durer, de nouveaux orages sont attendus sur toute la moitié ouest, cette nuit et toute la journée de demain. En tout cas, aujourd'hui, les précipitations ont été de courte durée. Les fortes chaleurs, y compris la nuit, vont se poursuivre jusqu'à demain soir, toujours sur la moitié est du pays. Le niveau 3 d'alerte du plan canicule a même été étendu à 2 autres départements, l'Isère et le Bas-Rhin, en plus du Rhône. Le niveau 2 est en vigueur dans le Doubs, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le territoire de Belfort, le Vaucluse et la Savoie. Dans le Bas-Rhin, justement, image étonnante, la circulation du tram à Strasbourg a été très perturbée hier soir, car la chaleur a fait fondre les joints. Le caoutchouc s'est collé sur les roues d'une rame. Le trafic a été arrêté sur une ligne pendant plus de 3 heures. Des pannes aussi à Bordeaux. Cette fois, ce sont les câbles d'alimentation qui ont été affectés. Et là aussi, c'est la chaleur qui est sans doute en cause. Hier, on évoquait la difficulté d'identifier et de recenser les personnes âgées isolées. À Tours, le système est souvent cité en exemple, même s'il a ses limites. Reportage Dominique Chimbakala, Michael Cario. Quartier des Fontaines à Tours, ici la porte s'ouvre sans peine. Le gardien de l'immeuble connaît bien les locataires et pourtant difficile pour lui de les convaincre de l'utilité du recensement. Est-ce que vous auriez besoin d'aide si la chaleur persistait? Oh non, parce que je reste tranquille chez moi tant qu'il fait chaud. René Cadoré habite seule, 81 ans, pas de mari, pas d'enfant. Le recensement, elle n'en avait jamais entendu parler. J'aime pas trop déranger les gens, mais enfin pour l'instant ça va. Là, pas que plus tard, on ne sait jamais. La mairie n'envoie des formulaires qu'à ceux qui en font la demande et préfère s'appuyer sur le travail des gardiens d'HLM. À Tours, sur 23 000 personnes de plus de 60 ans, seuls 130 se sont manifestés. Faute d'agents, impossible de faire du porte-à-porte pour repérer les habitants isolés. On ne peut pas imaginer d'envoyer quelqu'un chez une personne âgée qui viendrait par exemple comme ça au titre de la mairie
et qui ferait, je ne sais pas, qui ramasserait, qui raflerait un porte-monnaie ou des choses comme ça. Ça ne peut pas se faire, donc il faut qu'on ait une assurance que les choses soient sérieuses et en sécurité pour les personnes âgées. Certains ont trouvé un autre moyen de lutter contre l'isolement et ne se sentent pas vraiment concernés. Je dirais que je me sens en forme alors que je me sentirais diminuée si on me demandait de me faire recenser. Voilà, c'est tout simple. Danser 2 fois par semaine, pour Jacqueline et ses amis, c'est le meilleur moyen de rester alerte. Quant à la sécheresse, chaque jour les perspectives deviennent plus alarmantes. Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement, Nelly Olin, a évoqué pour la première fois des risques de pénurie d'eau potable, notamment dans les Deux-Sèvres. La situation rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, la grande sécheresse de 1976. Agnès Monteux, Mathias Segaud. La plaine de la Brie. Sous ces cultures, 3000 km² d'eau. Un immense réservoir naturel suivi de près, car ici, le niveau de la nappe phréatique ne cesse de baisser. 42,56 m de profondeur. Grosso modo, depuis 2001, le niveau a plutôt tendance à baisser. On est dans des niveaux qui sont à peu près de l'ordre de ceux de 76. 76, l'année de sécheresse qui a frappé toutes les mémoires. Oh là là, moi j'ai jamais vu ça. Il y a longtemps que vous êtes dans la région? Ah ben depuis ma naissance. Et jamais vous aviez vu une sécheresse comme celle-là? Jamais. Dans les campagnes, on cherche de l'eau à tout prix. Et toujours pas de pluie à l'horizon. Bilan, 45% des récoltes perdues, 53 départements déclarés zones sinistrées. Les paras sont réquisitionnés et les Français paient l'impôt sécheresse. Aujourd'hui, le risque d'une telle sécheresse existe s'il y a canicule. Dans certaines zones, ici en orange, il a moins plu qu'en 76. Ce ne sont pas les mêmes coins de France qui seraient touchés. La sécheresse de 76 a occupé essentiellement le nord de la France, alors que la sécheresse de 2005 s'occupe du sud-est et de la partie centre-ouest de la France. À l'époque, les gens ont parfois manqué d'eau potable. Aujourd'hui, la ville de Niort, par exemple, fait des réserves d'eau minérale. C'est l'autre grande différence avec 76. On anticipe, on prend des mesures de restriction d'eau, en particulier pour l'agriculture. Encore une petite phrase de Nicolas Sarkozy qui déclenche une tempête. Et cette fois, ce sont les magistrats qui sont furieux. Le ministre de l'Intérieur a en effet déclaré que le juge qui avait remis en liberté le meurtrier présumé de Nelly Crémel, cette femme tuée pendant son jogging, eh bien ce juge devait payer pour sa faute. Les magistrats rappellent que c'est un collège de 3 personnes qui prend la décision et que le parquet, en l'occurrence, ne s'y était pas opposé. Pour eux, Nicolas Sarkozy a franchi la ligne jaune. Éléonore Gay, Christophe Larocca. C'est la dernière phrase choc de Nicolas Sarkozy. Selon lui, pour avoir libéré Patrick Gateau, meurtrier présumé de Nelly Crémel, un juge doit être sanctionné. Voilà ce qu'il a déclaré hier. Moi, je le sais que la justice est humaine. Mais c'est pas parce que c'est humain qu'on ne doit pas payer quand on a fait une faute. Tollé chez les magistrats. Un ministre de l'Intérieur n'a pas à s'occuper d'une sphère qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire la justice, surtout quand il n'y connaît rien. Quand on dit que c'est la responsabilité d'un juge et qu'il faut faire payer ce juge, alors qu'en fait il s'agit d'une juridiction régionale, cela signifie qu'on ne connaît pas le dossier. La décision d'une libération conditionnelle ne dépend pas d'un seul juge, elle est collégiale. Un conseiller de la Cour d'appel et 2 juges de l'application des peines de Colmar ont statué sur le cas de Patrick Gateau, un détenu modèle qui paraissait donner des gages de réinsertion. En fonction des mêmes éléments, n'importe quelle personne raisonnable aurait pris la même décision, très vraisemblablement. Pour le ministre de la Justice, la loi, toute la loi, a été respectée. Pourtant, Nicolas Sarkozy maintient ses propos. Et moi, voyez-vous, je me sens du côté des victimes. Mais qu'est-ce que vous répondez à la colère des magistrats aujourd'hui ? Je réponds à la colère des victimes. Et elle me paraît plus importante. Alain Hahn est l'un des juges d'application des peines impliqués dans la libération de Patrick Gateau. Pour toute réponse, il nous tend le communiqué du garde des Sceaux. Coïncidence, ce magistrat a aussi contribué à la libération conditionnelle d'un autre criminel récidiviste, Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou.
Alors précisément, nous avons souhaité en savoir plus sur ce cas. Pierre Baudin, Pierrot le Fou, un multirécidiviste. Il avait été libéré après 13 ans de prison et très peu suivi à sa sortie. C'est une affaire qui révèle les dysfonctionnements de la justice. Enquête Anouk Burel, Lionel Feuerstein. On le surnomme Pierrot le Fou. Je viens de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. Il s'appelle Pierre Baudin. Je suis pas violeur. Voici Georges Delmotte. Ben voilà, Pierre Baudin, regardez la télé ici. Pensant bien faire, il a hébergé Pierre Baudin à sa sortie de prison en mars 2004. À quelle période c'était? À la période où il y a eu les disparitions. Et il faisait des commentaires? Bah oui, il faisait des commentaires. Ceux qui font ça, on devrait lui couper le pipi, et ainsi de suite, quoi. Pierre Baudin regardait en fait les crimes dont il est aujourd'hui accusé. Dans ce ruisseau, il y a un an, on retrouvait le corps de Julie, 14 ans, sauvagement mutilée. D'autres victimes ont été découvertes dans les mêmes circonstances, Jeanne-Marie, 11 ans, et Edwige Vallée, 34 ans. Pierre Baudin a été remis en liberté conditionnelle 3 mois avant les faits. Il avait presque purgé sa peine. Il n'aurait jamais dû sortir. Quand on condamne quelqu'un à 54 ans de prison, enfin 3 condamnations pour un total de 54 ans de prison, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse le laisser sortir au bout de 15 ans. Grand délinquant, multirécidiviste, Pierre Baudin a été condamné pour braquage, pour viol. Il a aussi tiré une balle dans la tête d'un policier en 1992. Comment cet homme, qui a passé 35 ans de sa vie entre l'hôpital psychiatrique et la prison, a-t-il pu être libéré si facilement? Jean-Georges Romer est psychiatre, il a expertisé Pierre Baudin en 2003. Quand un expert dit qu'un sujet est dangereux et imprévisible, que peut-il dire de plus? Monsieur Baudin va faire exactement ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut. Sur ce point, tous les experts étaient du même avis. Ça n'est pas un monstre, Pierre Baudin, tel que nous l'avons expertisé. C'est un psychopathe comme il y en a beaucoup d'autres. Donc ceci était connu, archi connu, des autorités judiciaires depuis longtemps. En plus de ces expertises, la justice disposait de la correspondance de Pierre Baudin interceptée à la prison. À cette époque, Pierrot le Fou se dit amoureux d'une enfant de 9 ans, Marie. Pendant plusieurs années, il lui envoie des lettres au contenu pornographique, au point de faire craindre le pire au père de l'enfant. Il était obsédé par ça. Il ne cachait pas ses intentions, quoi, en particulier celle d'enlever ma fille, et que personne ne pourrait l'en empêcher, quoi, même pas moi. Donc je me préparais uniquement à ça, quoi. Et j'ai vu que personne autour se manifestait, personne nous a aidés. Le juge d'application des peines qui a préconisé sa remise en liberté est le même que dans l'affaire Nelly Crémel. Au téléphone, il reconnaît avoir lu 2 de ses lettres, en avoir discuté avec Pierre Baudin qui parlait d'un simple fantasme de tolard. Quant à sa dangerosité, il la connaissait mais comme braqueur, dit-il, pas comme délinquant sexuel. Au vu du dossier de conditionnel auquel j'ai pu avoir accès, manifestement, moi je n'ai rien à reprocher au juge de l'application des peines qui a pris la décision qui a été prise avec l'accord du parquet. Tout le monde était donc d'accord pour que Pierre Baudin sorte de prison. Il est allé vivre dans une caravane. Ici qu'il avait la caravane. Au milieu d'une casse, sans aucun suivi judiciaire. Mais là, pendant 3 mois, il nous a jamais dit qu'il était convoqué à la gendarmerie ou qu'il était convoqué chez le juge ou ainsi de suite. Personne n'est venu ici? Personne n'est venu, rien du tout. Pas de suivi? Pas de suivi. Là, vous êtes formel? Là, je suis formel. Il n'y a pas eu de suivi ici. Chez moi, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu le surveiller. Ou lui demander des questions, ceci, cela. Dans sa caravane, Pierrot le Fou reproduit sa cellule à l'identique. Libre, mais encore prisonnier de ses obsessions. Quant à la justice, elle n'avait même pas son adresse. Voilà, et puis sur un plan plus politique, cette fois, cette nouvelle phrase montre que Nicolas Sarkozy a visiblement décidé de durcir son discours. Le ministre de l'Intérieur sera l'invité du journal de 20h demain soir avec Françoise Laborde. Le choc pour les élèves de l'IUT d'Orléans. Une étudiante de 20 ans a été tuée par balle en plein cours par l'un de ses camarades. Le meurtrier a 22 ans, c'est un amoureux éconduit. Il avait commandé sa carabine sur Internet. Dorothée Cochard, Arnaud Wust. Les professeurs étaient en train de la féliciter. Julia, élève modèle, venait de passer brillamment son dernier oral de l'année. Tout à coup, un camarade de classe pénètre dans la salle. Il sort une 22 long rifle
tire 3 coups. Elle décédera quelques instants plus tard. C'est une jeune fille que tout le monde, je pense, en deuxième année aimait bien. Elle s'occupait de la cafétéria de l'UT, donc elle s'impliquait pas mal dans la vie étudiante. Julia connaissait son meurtrier, elle ne le connaissait même que trop bien. Depuis 2 ans, il la poursuivait en vain de ses assiduités, jusqu'à déménager tout récemment à proximité de son domicile. Elle avait peur, elle ne voulait pas aller à sa soutenance de stage de fin d'études hier. Elle a reçu des emails, ça a commencé par des emails anonymes. Par recoupement avec ses amis, elle a identifié la personne. Elle a tenté dans un premier temps, amicalement, de lui demander de cesser de la harceler. Puis, elle a utilisé la technique de l'humour qui n'a pas marché. Dans un troisième temps, la famille est intervenue auprès de cette personne pour lui demander de cesser son harcèlement. De cette passion menaçante, la mère de l'étudiant ne connaissait rien. Seulement le fils de bonne famille, cultivé, attentionné, qui l'aidait dans ses œuvres caritatives. Nous détestons les armes, nous sommes non violents, et Jean-Loup a été élevé avec ces valeurs-là. L'étudiant en garde à vue ce soir n'en est pas à son premier harcèlement. Une présentatrice d'LCI avait porté plainte, l'affaire devait être jugée en octobre. Demain, le parquet devrait ouvrir une information judiciaire pour assassinat. Économie, le bilan du lundi de Pentecôte travaillé avec 2 enquêtes simultanées. Celle de l'INSEE qui estime que l'impact est proche de 0 sur l'activité économique globale en France. Une entreprise sur 2 seulement a fonctionné ce jour-là. Et puis dans le propre camp du gouvernement, un député UMP, Jean Leonetti, estime que si le principe est bon, le choix du jour est à revoir. Bref, l'initiative semble avoir du plomb dans l'aile. Séverine Lebrun, Joseph Bachtik. Des classes à moitié vides, des transports publics plus ou moins à l'heure, des entreprises qui tournent au ralenti. Le lundi de Pentecôte devait être une journée de travail comme toutes les autres, destinée à financer la dépendance des personnes âgées et des handicapés. Et pourtant, seuls 56% des salariés étaient au travail. Résultat, une production de richesse en demi-teinte, 2 à 3 milliards d'euros selon le comité d'évaluation de cette journée. Un impact quasi nul sur la croissance, selon l'INSEE. Lorsqu'on regarde cette journée, on dit qu'elle n'a pas été très productive. Effectivement, elle a produit 50% de ce qu'elle aurait pu produire. Mais en étalant ce travail sur toute l'année de manière plus souple et avec plus de liberté, on doit produire plus. Abandonner donc l'idée d'un lundi de Pentecôte travaillé par tous. Choisir un autre jour férié, supprimer une RTT, entreprises et services publics sont invités à mieux se concerter avec leurs salariés. Dans l'éducation nationale, les professeurs pourraient travailler une journée de plus sans les élèves pendant les vacances scolaires par exemple. Mais déjà, certains syndicats enseignants haussent le ton. Ils réclament toujours la suppression pure et simple de cette journée supplémentaire. Toujours à propos d'économie, c'est fait. Le baril de pétrole brut a franchi la barre des $60 sur le marché de New York cet après-midi, un niveau jamais atteint jusque-là. Et voilà qui nous amène à l'automobile avec peut-être un aperçu des véhicules de demain. Toutes les marques, on le sait, travaillent plus ou moins secrètement sur des prototypes. Eh bien, Citroën nous a dévoilé ses modèles, la voiture qui fait les créneaux toute seule ou encore la berline sans volant, un volant remplacé par une manette multifonction. Luc Bazizin, Frédéric Delarue. Fini le volant classique. Ce nouvel objet permet non seulement de changer de direction, mais aussi d'accélérer et de freiner. Plus besoin de pédales, les pieds peuvent se reposer. En fait, il s'agit de la technologie appelée by-wire. La transmission se fait par fil, il n'y a plus de liaison mécanique, à la place c'est l'électronique, et pour éviter les bugs, tout semble prévu. Nous servons de méthodes qui sont issues de l'aéronautique et clairement cette sécurisation passera par la redondance d'un certain nombre d'éléments comme c'est-à-dire répéter les systèmes. Répéter les systèmes, ce qui fait que si l'un tombe en défaut, l'autre peut prendre le relais. Et l'électronique permet de démultiplier le rayon de braquage en fonction de la vitesse du véhicule. Ici, 1/3 de tour suffit contre 3 tours de volant dans une voiture classique. Attention, le volant va tourner. Cette fois, voici de quoi conduire plus sereinement en ville. Le conducteur est assisté lors de sa manœuvre par une rotation automatique du volant et par des indications visuelles et sonores. Passez la marche arrière. Il suffit de se laisser guider. À 25 km/h dans la circulation, appuyez sur ce petit bouton. Avant de se garer, le système repère même si la place est suffisante. Une étape de plus où c'est la voiture qui conduit l'homme.
Cette fois, le moyen de remédier à l'angoisse des créneaux. Une innovation qui pourrait voir le jour d'ici 5 à 10 ans. Mais en attendant, il faudra continuer à utiliser le bon vieux rétroviseur. L'installation de la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, c'est une institution nouvelle qui a pour vocation d'aider les personnes victimes précisément de discrimination par la médiation ou, s'il le faut, par le recours en justice. Elle sera présidée, vous l'avez aperçu, par l'ancien PDG de Renault, Louis Schweitzer. Jacques Chirac assistait à la cérémonie ainsi que Dominique de Villepin. Parmi les dispositifs préconisés par le président de la République et par beaucoup d'autres aussi, l'ouverture des grandes écoles aux élèves des quartiers défavorisés avec des voies d'accès parallèles. C'est une pratique qui se développe en France. On a beaucoup parlé de Sciences Po. 57 grandes écoles au total ont suivi l'exemple. L'ESSEC, une des écoles de commerce les plus prestigieuses, a été l'une des premières. Reportage Diego Garcia, Virginie Travers. Égalité des chances, cette fois, elle y croit vraiment. Tiana passe le bac en ce moment dans un lycée réputé difficile. Depuis la seconde, elle suit aussi un programme pour entrer dans une grande école. L'ESSEC, une école supérieure de commerce, lui a beaucoup appris. Plus de connaissances culturelles grâce aux séances d'historia et aux sorties. Aussi plus d'aisance à l'oral quand il faut s'exprimer devant un public et plus de confiance en moi aussi. Argument des grandes écoles, elles ont tout intérêt à recruter les meilleurs élèves des milieux défavorisés plutôt que les moyens des milieux favorisés. Pendant 3 ans, chaque lycéen peut compter sur un tuteur qui va l'aider et l'épauler. Tous les sujets sont abordés. On essaye d'aiguiser un peu leur esprit critique, d'éveiller leur curiosité. Donc tout ça, c'est on choisit des sujets d'actualité, on va dire un sujet une semaine et on va travailler dessus. Comme ici à Sciences Po Paris, 57 grandes écoles recrutent chaque année une dizaine de lycéens. La promotion de l'égalité des chances, priorité du gouvernement, fait son chemin dans les grandes écoles. Nous sommes dans une logique d'exigence bienveillante, c'est-à-dire qu'on les entraîne à travailler plus, parce que qui dit grandes écoles dit travail supplémentaire, et puis ça leur donne une ouverture et un enrichissement qu'ils ne peuvent pas trouver au lycée. En 2003-2004, sur 36 600 nouveaux étudiants inscrits en première année de classe préparatoire aux grandes écoles, seulement 4% étaient titulaires d'un bac technique, contre 95% qui avaient un bac général. Aux États-Unis, le jugement dans l'affaire qui a inspiré le film Mississippi Burning. Un ex-militant du Ku Klux Klan a été reconnu coupable de 3 meurtres de militants des droits civiques dans les années 60. Dans ce dossier qui avait bouleversé l'Amérique, Edgar Killen, 80 ans, a été condamné à 60 ans de prison. Les suites du tsunami en Asie du Sud, il y aura 6 mois tout juste à la fin de la semaine que le raz-de-marée a frappé les côtes. Une scène incroyable d'abord, aussi longtemps après. Un père a retrouvé sa fille de 16 ans qu'il croyait morte en Indonésie. Ils ont chacun passé toute cette période dans des camps différents des Nations Unies. On estime qu'il reste dans l'ensemble des pays touchés quelques 1900 enfants séparés de leurs parents. Sur place à Banda Aceh, toujours en Indonésie, même s'il ne s'agit pas de noircir le tableau, les millions, les milliards même de l'aide n'ont pas toujours trouvé un débouché. Les associations humanitaires mènent généralement leurs projets chacune de leur côté. Enquête de notre envoyé spécial Philippe Rochaud avec Sylvain Gillot. La ville de Banda Aceh présente encore le même visage, 6 mois après le tsunami. On s'attendait à voir la reconstruction en marche grâce aux millions d'euros de dons, mais on rencontre surtout des habitants qui dégagent les ruines. Ils appartiennent au même quartier et sont payés 2 € par jour pour ça. Une association américaine finance l'opération qui touche 5000 habitants. On vit dans les baraquements et l'aide du gouvernement n'est pas régulière. Alors on est content avec cette initiative. Ici, les pêcheurs de Banda Aceh rescapés ont reçu 20 € par famille de la part de la toute-puissante ONG britannique Oxfam. Ils ne veulent pas vivre loin de la mer malgré le risque de tsunami. Une autre ONG leur a pourtant construit des maisons à 2 km de là, mais elles restent vides, ils ne veulent pas y habiter. Mon mari est pêcheur et ses baraques sont trop loin, presque vers la montagne. Il doit déjà se lever à 6 heures et là-bas il n'y aurait pas de transport. Un problème qu'a voulu éviter le Secours populaire français en reconstruisant des maisons adaptées aux pêcheurs près du site de leur village. Comme ici, pour cette commune de 1800 habitants, dont il ne restait que 300 survivants. L'association a dû surmonter un véritable parcours d'obstacles pour aboutir aujourd'hui à la naissance de ce nouveau village, avec sa coopérative, sa fabrique de glace pour conserver le poisson et le financement de la construction de 35 bateaux de pêche. Ici, tout est compliqué. En plus, c'est une région qui était interdite aux humanitaires depuis 2003. Donc, il y a ce sont des chemins à tracer.
Jamais les donateurs n'auront été aussi généreux pour une cause. Mais si l'argent ne parvient que lentement, c'est aussi un problème de respect de la souveraineté nationale. On n'imagine pas que l'aide internationale puisse être supérieure au budget du pays. La mobilisation autour d'Ingrid Betancourt, la franco-colombienne, a été enlevée il y a 40 mois exactement. Son portrait a été affiché sur la façade de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, en présence de son mari. Une veillée de soutien est par ailleurs organisée ce soir sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Santé avec les suites du congrès Eurocancer et une innovation qui a fait sensation aujourd'hui. Il s'agit de coupler le traitement chimique, la chimiothérapie, avec le traitement électrique contre les tumeurs. La maladie a reculé pour la majorité des patients qui ont tenté l'expérience. Jean-Daniel Flézaquier et Jean-François Monnier. Un bloc opératoire et un patient qui souffre d'une tumeur appelée sarcome de Kaposi. Il a des petits nodules cancéreux sous la peau. Le chirurgien le prépare comme avant toute intervention à un détail près cependant, puisqu'il ne va pas opérer le patient. Tout commence avec l'injection de bléomycine, un produit de chimiothérapie. Donc là j'attends que ça agisse un peu. 8 minutes plus tard, c'est le début de la deuxième phase, grâce à ces électrodes qui vont délivrer des chocs électriques. Le chirurgien pique chacun des 6 nodules préalablement anesthésiés, envoyant à chaque fois 1200 volts par centimètre. On sent juste comme un choc. Comme si on vous a donné un coup comme ça. Hein? Sans le courant, la tumeur serait insensible à la bléomycine. Mais grâce aux électrodes, les parois de la cellule se déforment et laissent entrer le médicament. Le produit va casser l'ADN, le programme génétique de la cellule, et la tumeur va se détruire sans léser les tissus sains. Pour les malades, c'est bien plus confortable de traiter le nodule sans avoir à réopérer. Et après destruction, on a une peau saine en dessous. Donc c'est quand même un bénéfice considérable. Plusieurs centaines de malades avec des métastases cancéreuses sous la peau ont ainsi été traités en Europe. Dans 70% des cas, les nodules ont été complètement détruits, ce qui satisfait les responsables de l'étude. Un excellent résultat parce que les patients qui ont été traités étaient au-delà des possibilités normales des traitements anticancéreux, que ce soit chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie. Quelques heures après l'intervention, le patient a quitté l'hôpital. Il est rentré chez lui, à pied. L'espace, la planète rouge n'est pas vraiment rouge, elle a aussi des teintes bleutées et parfois un ciel jaune. Il s'agit bien sûr de Mars. C'est le travail d'un expert français qui a permis de révéler ces différents tons. Mars qui continue de dévoiler toutes ses facettes. Nicolas Châteauneuf, Pascal Caron. Un lever de soleil dans le désert. Une scène magique qui pourrait se jouer sur Terre, mais qui nous vient de Mars. Avec ses reflets bleutés, cette image bouscule celle d'une planète intégralement rouge, et pour cause. Comme celle-ci, elle a été retravaillée pour coller au plus près à ce que verrait un astronaute posé sur Mars. Au départ, ces clichés ont été pris en noir et blanc par les deux robots Spirit et Opportunity. À l'aide de filtres, des logiciels recomposent la palette des couleurs. Mais celle-ci est imparfaite, trop orangée, trop saturée. Et il faut des heures de calcul pour faire éclater toutes les nuances des couleurs réelles. Ce travail énorme, c'est l'œuvre d'Olivier de Goursac. Depuis 20 ans, ce passionné français collabore étroitement avec la NASA. Il est aujourd'hui l'un des experts mondiaux dans le traitement des images de Mars. Quand vous êtes dans une pièce plus sombre, vous voyez bien, vous arrivez, au bout d'un certain temps d'accoutumance, à voir plein de détails dedans, parce que votre cerveau travaille, votre œil travaille. Et donc ce que je montre, c'est que tel que l'œil humain verrait sur Mars les couleurs. C'est-à-dire qu'il augmenterait un peu de lui-même la luminosité et le contraste du paysage. Et donc je reconstitue vraiment ce que l'œil humain verrait. Mars ne se limite donc pas à ces paysages rougeâtres dus aux particules de fer. En fonction de la météo, des poussières et de l'heure, la lumière change, comme sur Terre. À midi, ça plombe, on a l'impression d'avoir un désert sans ombre. Là vraiment, on est en Sahara, on a l'impression qu'il fait chaud, alors qu'en fait il fait moins 35 degrés. Selon la saison et le givre qui se dépose, Mars change également de visage. Quant aux boucliers thermiques laissés par les robots, ils apportent une modeste contribution de l'homme à l'étrangeté des paysages martiens. La mise à l'eau du paquebot miniature en Lorraine, on en parlait hier, ce qui n'était au départ que le passe-temps d'un passionné a déplacé des milliers de personnes sur les rives de la Sarre. Christine Boss, Virgilie Hadot sur place. Ils sont venus toucher du doigt un rêve fou devenu réalité. Voisins, compagnons de galère, pas question de rater l'instant de vérité. On y a participé, alors c'est une partie de nous-mêmes qui va partir. Hein. Eux ont traversé la France entière. Soudeurs au chantier naval de Saint-Nazaire, ils ont apporté matériel et savoir-faire.
Et on a passé une semaine à Morsbach. Les spécialistes à soudure ont commencé pendant 3 jours à souder le fond. C'est bien qu'on lui a fait gagner environ 3 mois, on peut dire 3 mois de travail, quoi. Mais c'est un homme seul, François Zanella, qui a porté pendant 11 ans ce projet démesuré de construire une réplique au 8e du Majesty of the Seas, un paquebot transatlantique. Et aujourd'hui, c'est à la fois le plus beau et le plus angoissant moment de son existence. On est à 80, on arrive à 90. Le géant d'acier flotte, c'est le soulagement pour l'ancien mineur, submergé par l'émotion. Moi, je suis un simple mineur. Un simple mineur de charbon qui avait un rêve, ou un gosse qui avait un rêve. Et qui l'a réalisé. Le faiseur de rêves a revêtu ses habits de capitaine, mais il ne naviguera sur les canaux qu'au printemps 2006. Les vacances avec une destination de rêve, la Polynésie, les palmiers, le sable fin, mais aussi les sensations fortes. Partir en plongée pour nourrir les requins, là-bas c'est une spécialité touristique. Envoyés spéciaux intrépides, Marie-Hélène Bonneau, Thierry Breton. La quiétude des îles de l'océan Pacifique appelée Motu. Quiétude à peine troublée par un balai de gros poissons. Les pointes noires, les seuls requins à s'aventurer à l'intérieur du lagon. Ils sont les amis des pêcheurs et de l'homme en général. Le shark feeding, en français repas de requin, une attraction touristique qui n'existe que dans cette région. Stéphane Touamata, originaire de Bora Bora, a monté sa petite entreprise sur sa pirogue. Du folklore à un air de ukulélé, en route pour le grand frisson. Un frisson qui a un coût, 400 €. Le requin est bien nourri et le touriste est content. Vous avez eu peur? Non, mais je préfère rester de ce côté-là. Le lagon est une véritable réserve d'animaux marins. Incontournable la découverte des raies manta. Impressionnante. Elles peuvent atteindre 4 mètres d'envergure et 500 kilos, mais elles sont aussi familières qu'un chien. Quand il était petit, Stéphane avait peur de les approcher. Et puis... Le premier jour, j'ai nourri une raie. Je suis devenu fou. Je suis rentré chez moi en client. J'ai monté ma société. Et là, j'ai réalisé mon rêve. Au large de l'île de Moorea, en pleine mer, à l'extérieur du récif, on passe aux choses sérieuses. Ici, pas de repas pour les animaux. Un peu inquiets, en retrait, les touristes observent les requins citrons. Pas de danger pour l'homme. Les plus menacés sont les squales. Chaque minute dans le monde, on en pêche 190. Ici, Polynésie, malheureusement, c'est un des seuls endroits qui reste au monde où on a beaucoup de requins. Et en ce moment, malheureusement, il y a la chasse pour les ailerons de requins. Et les ailerons donc pour le marché asiatique. Et là, c'est vraiment des vrais massacres. Shark feeding ou plongée d'observation, on est loin des dents de la mer. Et pourtant, certaines sont à éviter. Celle de la murène, par exemple, beaucoup plus dangereuse que celle des requins. Oula. Sport, tennis, Gasquet qui rit, Nadal qui grimace. Le Français a passé le deuxième tour à Wimbledon en battant le Belge Gilles Elsner en 4-7. Son camarade du même âge, l'Espagnol Rafael Nadal, récent vainqueur de Roland-Garros, a perdu, lui, face au modeste luxembourgeois Gilles Muller. Voici la balle de match. Aussi l'un des plus beaux points, presque plutôt pour Richard Gasquet. Et ici la défaite de Nadal, le héros de Roland-Garros, n'aura donc passé qu'un tour à Wimbledon. A noter également l'élimination de Fabrice Santoro, les qualifications de Grosjean, Coria, Dechy, Pierce, Sharapova et des sœurs Williams pour le troisième tour. Vous connaissez, vous appréciez la série PJ le vendredi soir sur notre chaîne. Eh bien, c'est une forme de consécration. Un vrai policier s'est invité sur le plateau, en l'occurrence une policière, pas n'importe laquelle, la directrice centrale de la police judiciaire, Martine Monteil. Elle a voulu saluer le travail de l'équipe. Isabelle Bechler, Mathieu Drejoux. Il y en a quelques-uns qui m'appelaient patronne. Alors j'ai dit, écoutez les gars, s'il vous plaît, ou patron, je vous autorise, ou madame. Moi ça m'est complètement égal, mais alors évitez patronne, parce que bon, on n'est pas dans un bar ici.
Bonjour. Martine Monteil a répondu à l'invitation des producteurs de PJ. Une visite en guise d'hommage au travail des créateurs du feuilleton, où Madame le directeur central de la PJ pouvait reconnaître dans l'un ou l'autre personnage le policier de terrain qu'elle a été aussi. Cette série donne une image du travail de la police en commissariat et qui a la dimension qui convient sur le plan humain. Je crois que c'est ça, c'est le métier d'hommes, des femmes très engagés. Mais quand les vrais policiers comme aujourd'hui viennent nous dire que d'une certaine manière on est complètement crédible, bah, c'est tout bénef. T'as une caméra dans l'œil de bœuf. Cette série, après 8 ans d'évolution, rassemble régulièrement 6 millions de téléspectateurs autour du fameux commissariat Saint-Martin. Et Madame le patron de la PJ ne boude pas son plaisir pendant le tournage. Ce qui est étonnant, c'est de voir la féminité de cette femme, des femmes policières. J'étais impressionnée de ça, moi, ce matin. Garde-vous! La mort d'un héros récurrent, en l'occurrence le commissaire Fournier, permettra à Bruno Volkovitch, qui l'incarne, de quitter la série. L'occasion de montrer qu'une frange de délinquants se radicalise et que la mort peut rattraper la police de proximité. Comme aurait dit Martine Monteil, 10 000 policiers sont blessés chaque année et on n'en parle pas assez. Et PJ que vous retrouverez demain soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. Point route, Valérie Maurice. 20h55 envoyé spécial. Françoise Joly, Guylaine Chenu, avec notamment au sommaire le portrait d'une mule. Ces hommes et ces femmes qui avalent des boulettes de drogue pour franchir les frontières en échange de quelques centaines d'euros. 23h campus autour de Guillaume Durand. 1h-20, dernier journal Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin dans les 4 vérités. Roland Sicard recevra le réalisateur Claude Lelouch. À 13h, ce sera Carole Gessler. À 20h et tout le week-end, Françoise Laborde. On se quitte sur ces images d'un métier à haut risque qui nous ramène au requin, nettoyeur de vitres dans l'aquarium des Squales, un travail hebdomadaire ici à Nausicaa, le plus grand aquarium de France. Attention de ne pas se faire mordre évidemment, les 8 prédateurs mangent en général d'autres poissons et seulement 2 fois par semaine. À lundi.